Ce département se mobilise depuis des années, les MED. Je voudrais remercier les maires qui m'ont parrainé pour cette élection présidentielle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient dans ma candidature au départ, et qui ont eu le courage de parrainer un indépendant, un gaulliste indépendant, qui voulait donner une autre image de la politique et puis proposer d'autres solutions. Et c'est un département où j'ai eu un très beau palmarès, si je puis dire, puisqu'il y a 24 maires qui m'ont parrainé. Et je peux vous dire que ça a fait du chaud au cœur. Voilà. D'ailleurs, j'ai été en voir un ce soir, dans sa commune, que les autres ne soient pas jaloux, le maire de Rogna, qui est un éleveur. J'avais promis d'aller le voir, et j'étais content de tenir ma promesse. Bon, j'ai eu 750 parrainages, je ne pouvais pas promettre à chacun d'aller les revoir tout de suite, parce que j'aurais du mal. Moi, je suis là ce soir pour vous dire quoi? Pour vous dire une seule chose. En fait, ça va être très bref, puis après on va prendre un verre. Non, rassurez-vous, je vais quand même développer. Vous dire une seule chose. Notre pays peut s'en sortir. Vous allez être surpris. Oui. Comment, dans cette phase de dépression profonde, dans cette phase d'échec, parce que la situation du pays est, il faut bien le dire, absolument catastrophique. Malgré tout, je garde un espoir extraordinaire, parce que nous avons la chance d'être français, nous avons la chance de vivre dans un pays magnifique, nous avons la chance d'être dépositaires d'une civilisation, et le choix que nous avons est entre nos mains. Est-ce que nous voulons garder cela, le faire prospérer, l'améliorer, ou est-ce qu'au contraire, nous voulons continuer comme nos prédécesseurs, je parle des dirigeants, à laisser tomber le pays, et ce faisant, les Français avec? Parce que c'est ça qui se passe. Nous avons une classe dirigeante. J'accuse pas les hommes ou les femmes, c'est pas la question, qui est lâche, peureuse et démissionnaire. Voilà. Ils ont démissionné. C'est comme si vous, avec vos enfants, vous disiez, bon, bah allez, c'est foutu, je m'occupe plus de toi, allez, c'est pas, bon, voilà, on ne peut plus rien faire. Ils passent leur vie à se laver les mains tel Ponce Pilate, pour reprendre une autre image, de la situation de la France. Et moi qui ai eu la chance, l'honneur, d'être élu très jeune, dans ma mairie, tu as cité gentiment mon score, mais moi j'ai repris ville surendetté, j'avais 33 ans, 32 ans, surendetté, personne ne pouvait se présenter, 30 000 habitants, les gens vendaient leur maison en banlieue parisienne parce qu'il y avait un fou qui avait fait un centre aquatique, qui avait fait faillite, le centre d'Aqua Boulevard, je ne sais pas ceux qui connaissent Paris, sauf que c'était pas rentable, il a ruiné la ville. Bon, j'ai été élu parce qu'il y avait deux maires qui se bagarraient en permanence et que la ville coulait. Il paraît qu'ici c'est un peu pareil. Ces deux maires avaient mis en coupe réglée la ville et j'ai été élu maire. Donc j'ai eu la chance d'être élu maire très jeune. J'ai été élu après député 2 ans après. Et j'ai été élu député à la surprise générale et par une personne qui misait sur moi, un copec, parce que quand j'ai été élu maire, j'ai pris des mesures d'urgence. Et je ne me suis pas posé la question de savoir si ça plaisait à M. X ou Mme Michu ou à M. Trucmuche. On a pris, avec des gens neufs dans notre conseil municipal, les mesures qui s'imposaient. Des mesures d'économie, pour redresser la ville, des mesures de dynamisme, et on a fait une liste avec des gens, tous, qui n'avaient jamais trempé les mains dans la confiture, qui n'avaient jamais participé à la gestion du passé. Eh bien, on a réussi, en moins de 2 ans, à redonner un espoir à notre ville. Et j'ai été élu député en 97, j'étais au RPR à l'époque, au moment de la dissolution où le RPR perdait la majorité. J'étais le seul député à gagner une circonscription. Dans une circonscription qui était très à gauche. Ça prouve quoi? Ça prouve que les Français en ont marre des étiquettes. Que les Français veulent regarder la valeur des personnes, veulent regarder la valeur des idées, veulent regarder le courage, veulent regarder le chemin qu'on leur indique, le cap. Et pourquoi je me suis engagé au niveau national comme ça à la présidentielle? J'avais aucune chance, bien sûr. Pourquoi? C'est parce que depuis 97, c'est mon 4e mandat de député. Ça fait 15 ans que je fréquente le milieu politique. J'ai vu des gouvernements de gauche, j'ai vu des gouvernements dits de droite. À chaque fois, c'est la même chose. On se fait élire sur des très beaux discours. Et puis, une fois au pouvoir, on ne peut rien faire. Qui gouverne? C'est pas les élus. Ils ne gouvernent plus, ils font semblant. Qui gouverne? Ce sont les féodalités intérieures, ce que j'appelle, et les puissances extérieures.
comme sous l'Ancien Régime, si vous regardez l'histoire de France, vous avez des périodes de notre histoire un peu tristes. Ça a été le cas sous Jeanne d'Arc, alors je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, rassurez-vous. Ça a été le cas sous Vichy, ça a été le cas d'autres époques, où, comme par hasard, bizarrement, ceux qui sont censés nous gouverner, vous savez, c'est comme les trucs en plastique, ils s'évanouissent, il n'y a plus rien. Ils font semblant. Nous vivons cette époque. Qui gouverne? Ben, je vais vous dire qui gouverne. C'est la Commission de Bruxelles, qui a été élue par personne, qui nous impose maintenant à nourrir nos poissons avec de la viande de porc. Surprenant. Sans parler du cheval qu'on nous fait manger. C'est la Banque Centrale Européenne. Ah, c'est mon téléphone, ça vous ennuie, Jean-Philippe, allez voir, vous le daignez. C'est la Banque Centrale Européenne qui n'est élue par personne. C'est la Cour de justice de l'Union Européenne qui n'est élue par personne. Ce sont les marchés financiers à New York, à Londres, ou à Shanghai, ou à Hong Kong, qui sont élus par personne. Ce sont des corporatismes bancaires, notamment en France, qui ne sont élus par personne. C'est, bref, un ensemble de puissances qui décident de notre vie et qui, je peux vous le dire, décident avec des idées bien précises, qui sont très simples, toujours plus pour eux, toujours plus pour quelques intérêts, et toujours moins pour le peuple, toujours moins. Et ce qui est terrible, et ce que vous jurez sur ma vie que je l'ai vu, c'est que des personnalités attachantes, respectables, qui se font élire sur des programmes d'intérêt général. Vous parliez, monsieur, de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour ça qu'on est gaulliste. C'est ça l'enseignement du général de Gaulle, c'est pas de copier ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, ces gens qui sont élus sur des programmes, une fois au pouvoir, ils passent leur vie à expliquer aux Français qu'ils ne peuvent rien faire. On a eu, mais je vais vous donner des exemples précis, c'est pas une idée en l'air, je vous dis. On a eu Mitterrand, 81. Au bout de 2 ans, s'est incliné devant l'Europe. On a eu Chirac, ça a duré 6 mois. 6 mois, il a abandonné. On a eu Sarkozy, discours très volontariste. Là, les gens y ont cru, ils se sont dit, ah, enfin, bon, on l'aime pas trop, il est un peu bizarre, mais enfin, qui va nous sortir de là. Hein, il est énergique, il est volontariste, etc. Et puis, on a vu que c'était pipeau. C'est-à-dire que le discours, on n'aime pas, pouvait plaire, mais derrière, dans la pratique, il n'y a pas eu. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai fréquenté tous ces gens-là, je ne connaissais pas obligatoirement bien, enfin, certains plus ou moins bien que l'autre. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ces gens qui... Et puis on a Hollande, là, je ne sais pas si vous avez vu, il s'est fait élire sur la promesse de croissance, et depuis, il est debout sur le frein. C'est-à-dire que, au-delà, je ne parle pas de la gauche ou de la droite, parce qu'on peut être plus à gauche, on peut être plus à droite. Mais moi, si j'avais un type de gauche, c'est pas mon... Mais qui fait ce qu'il avait dit, si Hollande avait vraiment relancé la croissance, s'il avait dit non à Madame Merkel, s'il avait pu... Mais moi, j'aurais dit, bon, bah, c'est pas mon camp politique, mais bravo. Si Sarkozy, que j'étais pas très fan à titre personnel, c'était pas mon type de personne, mais bon, c'est la vie. Si Nicolas Sarkozy avait mis à exécution ce qu'il avait dit sur la sécurité, eh bien, moi j'aurais dit bravo. Ce qui n'est plus possible dans notre pays, pour résumer, c'est le double discours, c'est le décalage, c'est le fossé, c'est le précipice entre les discours et les actes. Ce n'est plus possible. Alors moi, si j'ai voulu être candidat à la présidentielle, c'est pour dire on peut s'en sortir, à condition de faire peut-être un peu moins de discours et un peu plus d'actes. Et on arrivera au juste milieu. Ça veut dire quoi? Parce que vous dites là, bon, c'est très gentil ce qu'il nous raconte, mais est-ce que c'est concret? Ben, je vais être très concret. On va prendre plusieurs exemples. On va prendre l'exemple de l'emploi et on va prendre l'exemple de la sécurité. 2 problématiques qu'on connaît bien. Chômage et insécurité. On a vu les 2 pauvres policiers assassinés ce matin sur le périphérique à Paris. 2 exemples très concrets. Un, c'est plutôt un problème européen, l'autre, c'est plutôt un problème national. Voilà. Bon. Puis on pourrait parler d'éducation, qui est le chantier majeur de l'avenir, l'éducation nationale, comment on forme nos enfants. Et puis on pourrait parler de plein d'autres sujets, la santé, et puis etc. Mais je vais vous donner des exemples. La santé, je vais en parler, tiens, ça va changer. Pour mon collaborateur, au moins, il n'entendra pas toujours la même chose. L'économie, on va prendre ces 4 exemples, et je vais vous expliquer les 4 exemples ce qui se passe. Économie, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, c'est très simple. Vous mettez la même année, en l'an 2000,
il y a 12 ans, 13 ans maintenant, en l'an 2000, nos dirigeants ont fait 3 choses en même temps, extraordinaires. Ils ont fait les 35 heures, ils ont fait l'euro, et ils ont ouvert au commerce mondial, c'est des accords de libre-échange, la Chine. 3 choses en même temps. D'un côté, ils ont augmenté les charges des entreprises, et de l'autre, ils ont créé une monnaie surévaluée. Ça veut dire quoi, trop cher? C'est l'euro est une monnaie trop chère pour notre économie parce qu'elle est alignée sur le mark allemand. C'est très simple. Elle est surévaluée de 20%. Ça veut dire que quand vous fabriquez quelque chose dans une entreprise, eh bien, pour l'exporter, il faut être 20% plus compétitif que l'autre qui a la même monnaie. Et qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'ont fait les autres pays pendant ce temps-là? Les États-Unis, ils ont laissé d'évaluer leur monnaie pour exporter. La Chine, elle a sous-évalué sa monnaie de 50%. Le yuan chinois est sous-évalué de 50%. C'est très concret, ça. Ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que ça dure. Notre pays est en train de crever de l'euro. Alors je sais, on dit c'est pas populaire, l'euro c'est populaire, tu devrais pas t'attaquer à l'euro. Mais il y a bien un moment, il faut dire les choses. Un jour, je vois le PDG d'Airbus, qui était M. Gallois. Vous avez entendu parler après du rapport Gallois. Il me dit, c'est très simple, je suis en train de prévoir l'A350, c'est ce nouvel avion. J'essaye de le faire fabriquer au maximum aux États-Unis ou en dehors de la zone euro. Puisque dès le départ, j'ai 20% dans la vue. 20%. Vous avez 1,3 $ pour 1 euro. Normalement, le bon chiffre, c'est 1,1. Ça veut dire que dès le départ, les entreprises françaises ont un surcoût de 30%. Alors on me dit, oui, mais l'Allemagne y arrive. Oui, mais l'Allemagne n'a pas la même structure industrielle, n'a pas le même peuple, est en suicide démographique, fait pas d'enfants, donc ça coûte pas cher. C'est un autre pays. C'est tout. Et imaginez que la même année, on a augmenté le coût des entreprises de 11%, avec les 35 heures, on a fait l'euro qui est surévalué de 30%, et au même moment, on a ouvert les frontières avec la Chine. La Chine, c'est extraordinaire, l'Union européenne a négocié des accords de libre-échange. Quand un produit chinois arrive en France, il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane. Il peut entrer en France, il n'est pas taxé. Quand un produit français ou européen arrive en Chine, il y a une taxe de 30%. Mais c'est fou. Je vous jure que c'est vrai, vous pouvez vérifier. Et ils font travailler les enfants. Et ils font travailler les gens avec des dortoirs, les hommes, les femmes. Vous savez ce qu'il y a en Chine maintenant, dans les usines qui fabriquent nos téléphones? Il y a des filets anti-suicides pour pas que les ouvriers se jettent par la fenêtre. Dans la fameuse usine qui fabrique nos téléphones, il y a 900 000 salariés, cette usine. Enfin, cette entreprise, 900 000 salariés. Des dortoirs, des hommes, des femmes. Une journée de congé d'arrêt par semaine, 12 heures de travail par jour. Payés 100 € par mois. Alors moi, je veux bien tout. Je dis que c'est criminel. Ce sont des camps de travail. C'est une dictature qui a mis en place des camps de travail ultra-capitalistes. Et nous, on est là. Il faut réfléchir à la compétitivité des entreprises. Il faut innover. Mais c'est n'importe quoi. On nous raconte n'importe quoi. Il faut se protéger. Je ne dis pas tout bloquer. Mais il y a un moment, il faut mettre des taxes douanières minimum. Mais il y en a un qui l'a fait, c'est Obama. On dit, ah, les États-Unis repartent, etc. Je vais vous donner un autre chiffre que j'ai découvert récemment, hier, avant-hier. Depuis juin 2010, ça fait 2 ans et demi. Alors retenez ça, dites-le à vos amis, ils vont tomber raides. La zone euro a 3 millions de chômeurs de plus. On est passé de 16 millions de chômeurs à 19 millions de chômeurs. Pour les 17 pays de la zone euro, 3 millions de plus. Pour les États-Unis, 3 millions de chômeurs de moins. Ils sont passés de 15 millions de chômeurs à 12. C'est déjà trop encore. 2 continents. La même crise, d'ailleurs elle vient des États-Unis en plus, une crise bancaire. Eh bien, il y en a un qui a fait une politique protectionniste, qui a fait baisser sa monnaie de dollar, qui a aidé ses entreprises automobiles, qui a demandé des efforts aux Américains. Je ne dis pas que le modèle américain est parfait, attention. Mais il y a 3 millions de chômeurs en moins depuis 2 ans et demi. Il y en a un autre, c'est pas un pays, c'est la zone euro, qui est sous la dictature de Mme Merkel, qui mène une politique qui est bonne pour l'Allemagne, très bonne pour l'Allemagne,
qui est désastreuse pour l'Italie, la France, l'Espagne, Nice. Alors on dit oui mais c'est pas bien, il faut imiter les Allemands. Peut-être, mais en attendant on n'est pas allemand. En attendant, on a 2 enfants par femme en France et c'est tant mieux. En Allemagne, il n'y en a plus qu'un, 1,2. L'Allemagne perd des habitants tous les ans. Dans 20 ans, l'Allemagne aura la même population que la France, à peu près. Ça sera de 85 millions à 70, 75. Et nous, on sera monté à ce... Nous, on a des jeunes dans les quartiers. On a des gens qu'il faut nourrir. On ne peut pas avoir la même monnaie. C'est absurde. Mais ça, on ne vous le dira pas. On vous dira que je raconte n'importe quoi et vous aurez des économistes payés par les banques qui passeront leur vie à être à la télévision et à la radio. Pourquoi ils tiennent tant à l'euro? Moi, je vais vous dire pourquoi ils tiennent tant à l'euro. Ça aussi, on ne vous le dit pas. Avant 1973, la France, le général de Gaulle, pour financer les investissements publics, empruntait à 0% à la Banque de France. 0% d'intérêt. D'accord? En 1973, Giscard et Pompidou ont fait voter une loi sous la pression des banquiers, qui eux-mêmes ont travaillé dans des banques, qui a obligé à passer par les marchés financiers et à payer des intérêts pour notre dette. Et quand on est passé à l'euro, on a sacralisé ça. On n'avait pas le droit d'emprunter à 0%. Il fallait passer sur les marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette que la France paye est composée à 85% des intérêts d'emprunt. On a remboursé le capital. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer le capital, bien sûr, il ne faut pas faire de la monnaie de singe, attention. Hein? Mais les grands investissements d'avenir étaient payés sous le général de Gaulle par de la monnaie à 0%. Et c'est pour ça qu'on a pu faire Airbus, Ariane, le TGV, le programme nucléaire. C'est qu'on ne payait pas d'intérêt d'emprunt à la Banque de France. Elle nous prêtait de l'argent, c'était ce qu'on appelait des avances remboursables. Les banques ont pris le pouvoir en Europe. Et l'euro est le moyen pour elles de maintenir les États sous tutelle, c'est-à-dire d'empêcher les États d'emprunter à leurs banques. Ce que font l'Angleterre emprunte à sa banque à 0%. C'est ce qu'on appelle la monétisation. Les États-Unis le font. Le Japon le fait. Mais nous, on est rentré dans un système fou qui nous oblige à emprunter sur les marchés financiers et la Banque Centrale Européenne refuse. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, elle a fait pire, même récemment. Vous avez entendu parler que la Banque Centrale Européenne a sauvé les banques. Elle a prêté aux banques privées 1000 milliards d'euros à 1% d'intérêt. Et ces mêmes banques privées prêtent aux États, c'est-à-dire à vous, à 2, 3, 4%, etc. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans un système fou qu'accepte autant le PS que l'UMP, qui est un système de prédation. Nous payons cette année 46 milliards d'intérêts d'emprunt. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Alors on supprime les infirmières, on supprime les enseignants, on supprime les policiers, on accable de charges les petites entreprises pour payer des banques et pour rembourser des emprunts. C'est une escroquerie de grande ampleur. Et tous ceux qui en parlent, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'euro, l'arnaque de la dette, que vous pouvez trouver aux éditions du Rocher. J'ai pas eu un article de presse, pas un. Mais il suffit d'ouvrir les journaux pour comprendre. Vous avez des pages entières des banques de publicité. Donc si on parle de mon livre, on n'a plus de pages de banque. Donc les journaux ne peuvent pas parler de mon livre. C'est ça la réalité du pays aujourd'hui. Nous avons une dictature financière qui s'est mise en place au niveau européen, qui est en train de tuer le continent. Alors certes, vous me direz l'Allemagne s'en sort. L'Allemagne s'en sort, mais attention, l'Allemagne est déficitaire vis-à-vis de la Chine de 10 milliards d'euros. Je voyais une entreprise de panneaux solaires à Grenoble la semaine dernière qui m'expliquait que tous les producteurs allemands de panneaux solaires ont été éliminés. Il n'en reste plus que 2 ou 3. Ils ont vendu les savoir-faire à la Chine, elle a tout copié, elle a investi 150 milliards de dollars dans des entreprises de panneaux solaires sur fonds publics. C'est une dictature communiste qui est en train de nous pendre en utilisant les pires voies du capitalisme. Elle n'a pas à rendre de compte à une commission de Bruxelles qui lui dit « Ah, concurrence ». Elle n'a pas... elle prend l'argent, elle imprime l'argent et puis elle investit. Elle est en train de s'emparer du monde. Et nous, nos hommes politiques, passent leur vie à discourir « C'est bien, libre-échange, il faut ouvrir ». Bien sûr, puisqu'ils envoient les grandes entreprises multinationales produire là-bas,
faire l'esclavage et après ils renvoient les produits importés. Sauf que quand la France, quand les salariés français sont au chômage, ils ne peuvent plus consommer. Pour pouvoir consommer, il faut bien avoir un boulot. Alors pendant 10 ans, ça a pu marcher. On était contents tous d'acheter des produits chinois. On a un salaire et on peut acheter 2 fois moins cher des produits chinois. Sauf qu'à un moment, quand on n'a plus de salaire, on achète moins de produits chinois. Et vous voyez bien que le système s'effondre. Alors vous allez me dire, tout ça c'est compliqué. Comment on s'en sort? Ben, je vais vous dire très simplement. On s'en sort comment? Ben, en regardant les pays qui s'en sortent. Et en regardant comment ils ont fait. Comment ils s'en sortent, les pays qui réussissent dans la mondialisation? Ben, c'est curieux. Ils sont assez protectionnistes. Ils le cachent, mais ils le font bien. Les États-Unis sont très protectionnistes. L'Allemagne est très protectionniste. Vous ne verriez jamais une entreprise allemande commander en France certains produits, alors qu'il y a en Allemagne quelqu'un qui peut le faire. Alors que nous, l'armée, maintenant, achète des produits en Allemagne et à l'étranger. On croit rêver, à prix égal. À prix égal. Donc, ils défendent leur intérêt national. Protectionnisme minimum. Pas excessif, il ne s'agit pas, attendez, moi je ne veux pas qu'on soit fermé. Mais il s'agit quand même de regarder à 2 fois avant d'acheter à l'étranger. C'est vital. Si on ne le fait pas, il n'y aura plus rien dans notre pays. Et il faut mettre des droits de douane minimum. Les pneus, vous avez vu l'histoire de Goodyear. Bon, c'est vrai qu'il y a des syndicats un peu excités aussi, hein, il faut être honnête. Parce qu'il faut aussi que nous, on fasse des efforts. On va non plus raconter n'importe quoi. Mais, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une taxe sur l'importation des pneus chinois. Un pneu chinois rentre à 20 €, il est produit en France à 80. Mais il n'y aura plus de Michelin dans 10 ans. Clermont-Ferrand sera mort. Ne vous trompez pas. Les panneaux solaires, ils ont fait la même chose. Ils ont baissé les prix pour tuer toutes les entreprises occidentales. Puis maintenant, ils les remontent. Mais on est fous. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Américains sur les pneus? Ils ont mis un droit de douane. Pas énorme, mais ça a permis de compenser. Pourquoi l'Europe ne le fait pas? C'est ça l'enjeu majeur. Deuxième point, donc il faut un minimum de barrières protectionnistes. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut retrouver la capacité pour les investissements à long terme d'emprunter à 0% auprès de la Banque de France ou auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais les Allemands ne veulent pas pour la Banque Centrale Européenne, alors faisons-le auprès de la Banque de France. C'est ce que fait l'Angleterre tous les jours depuis 2 ans, 3 ans. Elle emprunte d'ailleurs beaucoup moins cher. Je ne dis pas que c'est parfait en Angleterre, mais ils ont une situation, malgré tout, et ils se réindustrialisent en Angleterre. Pourquoi? Parce que la livre a été dévaluée de 20%. Donc les entreprises, même japonaises, etc., investissent en Angleterre et pas en France. Troisième point, il faut être honnête aussi, il faut baisser les charges sur les PME. C'est impératif. J'ai proposé une mesure simple, qui est de diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour uniquement les bénéfices réinvestis sur le sol français. L'entrepreneur qui se distribue des bonus et des dividendes, ou qui investit en dehors de France, taux maximum. Celui qui développe son entreprise et qui investit en France, dans notre pays, on divise par 2 l'impôt sur les sociétés. Et vous verrez que les entrepreneurs ne sont pas idiots. S'ils ont intérêt à investir dans leur usine, ils le feront. De la protection, un minimum, une monnaie moins chère, des entrepreneurs locaux qui sont incités à produire en France. Un bâton pour les entreprises qui délocalisent, une carotte pour celles qui relocalisent. Ben voilà. Alors, on me dit que c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a des pays qui le font. Pourquoi des pays le font et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Parce que ces pays-là, d'abord, veulent défendre leurs emplois. C'est tout, c'est simple. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas qu'on rasera gratis demain. Je dis qu'on a tout à fait la capacité en France de s'en sortir. Et je vais vous dire même pourquoi je vous dis ça. Parce que avoir autant d'entreprises qui s'en sortent encore, alors qu'on a une monnaie surévaluée de 20%, une Chine qui nous concurrence de manière déloyale et des charges élevées, ça veut dire que les ouvriers français et les entrepreneurs français, ils sont pas si nuls. Parce que je peux vous dire, pour survivre dans l'état qu'on est, c'est qu'ils sont sacrément courageux. Contrairement à ce qu'on dit. Et j'ai visité, j'en ai visité 2 aujourd'hui, mais j'ai visité le nombre de petites entreprises que j'ai visitées depuis des mois dans toute la France où les gens se battent. Vraiment. Donc il faut arrêter de faire croire aux Français qu'on ne peut rien faire. On peut sauver l'emploi en France. Et puis enfin,
Je propose au niveau européen, cette fois-ci, parce que je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre la mauvaise Europe. Je propose qu'on relance des programmes comme on a fait Airbus, Ariane. Il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas la Commission de Bruxelles. On les a fait en intergouvernemental, Airbus. 3 pays, 4 pays. Qui va inventer la voiture électrique de demain? Qui va inventer le médicament contre le cancer? Qui va inventer le panneau solaire à haut rendement énergétique? Le continent qui inventera ça sera maître du monde. Comme ceux qui ont inventé l'informatique, l'électricité ont été maîtres du monde. Qu'est-ce que fait l'Europe pour ça? Ah, rien, ça les intéresse pas du tout. On prête 1000 milliards d'euros aux banques, mais en revanche, investir 100 milliards dans le panneau solaire de demain, dans la voiture électrique, dans la lutte contre le cancer, ça les intéresse pas du tout. Et après, c'est moi qui suis pas européen. Je suis beaucoup plus européen qu'eux. Mais on fera l'Europe à quelques pays par des coopérations à la carte, au coup par coup, sur un projet précis. Et il faut arrêter ces falbalas à 27 pays qui ne marchent pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut arrêter avec ces gens non élus qui décident à notre place de ce qu'on doit manger ou pas manger. Laissons aux États la liberté de gérer leurs propres affaires. En revanche, soyons européens pour les projets qu'on ne peut pas faire seul. C'est exactement comme une bonne intercommunalité, messieurs les maires. Il y a 2 sortes d'intercommunalités. Il y a les intercommunalités où vous avez un président intercommunal qui a la folie des grandeurs et qui veut tout régenter. Ça ne marche pas. Et puis il y a ceux où chaque maire garde la liberté de sa ville et en même temps il travaille sur quelques projets intercommunaux, une piscine, une bibliothèque, parce que ça on ne peut pas le faire seul. Donc moi je veux une Europe qui s'occupe de ce qu'on peut pas faire seul et qui laisse les gens gérer leurs affaires. C'est exactement, si je devais prendre une image, et je finirai là-dessus ce premier point, c'est comme une copropriété. Alors je sais que souvent on me dit mais les gens qui ont leur maison seule ils ne comprennent pas ton image. Bon, pour ceux qui ont vécu dans un appartement, ils savent très bien que la copropriété ne se mêle pas, le syndic de copropriété ou le conseil syndical ne se mêle pas de ce qu'ils vont manger le soir, de l'aménagement de leur salon, non. Ils se mêlent de l'antenne téléphonique, de la porte d'entrée et du jardin. Voilà. Mais nous, on a une Europe qui veut se mêler de la manière dont on va manger tous les soirs, à quelle heure, comment, etc. Et puis en revanche, elle ne s'occupe pas de mettre l'antenne sur le toit de l'immeuble et elle ne s'occupe pas de mettre la porte à l'entrée. Et ça ne marche pas, bah, évidemment que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, quand je dis que la France doit reprendre sa liberté, ça ne veut pas dire, comme veulent le faire croire les journalistes, que je veux que la France soit toute seule avec le drapeau tricolore et que je veux déclarer la guerre à l'Allemagne demain matin, ça n'a aucun sens. Ce que je veux simplement, c'est que la France retrouve des dirigeants qui la gouvernent en fonction de son intérêt. Parce que moi, je regarde l'Europe et je vois quoi? Que Mme Merkel, elle gouverne en fonction de l'intérêt de l'Allemagne. Je ne l'en veux pas, mais j'aimerais que M. Hollande gouverne en fonction de l'intérêt de la France, et pas de l'Allemagne. Je regarde M. Cameron, je vois qu'il gouverne en fonction de l'intérêt de l'Angleterre. Et je vois que les deux, Cameron et Merkel, décident au dernier sommet européen de tout. Et nous, Français, qui passons notre vie à se dire européens, on est complètement marginalisés. Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Voilà. Je vous ai dit simplement avec mes mots que notre pays pouvait tout à fait s'en sortir économiquement à la condition de changer de politique. Deuxième exemple, je vais être moins long, rassurez-vous, sur le sujet. La sécurité. La sécurité, là, c'est pas la faute de l'Europe. C'est nous. C'est une idéologie laxiste, ahurissante, qui veut faire croire que la prison, c'est dangereux et qu'il faut libérer tout le monde. Alors, j'ai entendu Mme Taubira hier dire le tout carcéral. Mais il n'y a pas de tout carcéral en France, tout le monde le sait. C'est le tout permissif. Puisque en France, depuis la fameuse loi Dati, Madame Dati, donc Sarkozy faisait des grands discours sur la sécurité, mais dans la pratique, c'était zéro. Parce qu'il a quand même fait voter une loi pour vider les prisons, qui est la loi Dati. Est-ce que vous connaissez la loi Dati? Personne ne connaît en général, parce que ça, on n'en parle pas. Loi Dati, c'est quoi? Vous êtes condamné à 2 ans de prison, et moins. 2 ans, 19 mois, 18 mois, etc. En France, pour être condamné à 2 ans de prison, ferme, pas avec sursis, ferme, il faut déjà avoir fait des choses sacrément graves. On n'est pas en Angleterre ou aux États-Unis. Hein. En Angleterre, vous volez un portable, vous avez 15 jours de prison. En France, 2 ans de prison, même une agression sur policier, c'est 7 mois de prison. C'est un scandale. Et on explique pourquoi ça se passe. Bon, donc, 2 ans de prison, ferme,
c'est déjà un délit sacrément grave. Eh bien, la loi Dati, sans la présence de la victime, ni de l'avocat de la victime, confie au juge d'application des peines l'obligation, c'est dans la loi, de transformer cette peine de prison en une peine alternative. Sauf récidive. On avait réussi à mettre ça à l'époque, j'avais mis un amendement pour éviter la récidive, parce que alors là c'était le pompon. Mais ça veut dire que quelqu'un est condamné à 2 ans de prison, ferme, le juge d'application des peines dans le secret de son cabinet, sans la présence de la victime, transforme la peine en peine alternative. Le bracelet, le travail d'intérêt général, etc. C'est-à-dire que la personne ne va pas en prison. Mais ce qui est encore mieux, si je puis dire, dans le désastre, c'est que le bracelet en France, il ne marche pas. Ah oui. Il y a à peu près 8000 personnes qui ont un bracelet électronique au même moment. Mais sur les 8000 bracelets, il n'y en a que 150 qui sont géolocalisables. Les autres bracelets, ce sont des faux bracelets. Ce sont des bracelets à domicile. C'est-à-dire que ça sonne normalement si vous sortez de votre zone où il y a un émetteur. Mais vous pouvez l'enlever. Et moi, j'ai dans ma ville, en banlieue parisienne, des trafiquants de drogue qui sont sous bracelet électronique, qui sont chez eux, les clients viennent chez eux. Formidable. Mais je vous jure, c'est vrai, c'est pas de la... Mais on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Donc, il ne faut pas s'étonner que dans notre pays, les délinquants n'aient plus peur des policiers. Moi, je suis obligé de faire déménager dans ma ville mes policières municipales parce qu'elles sont menacées par des voyous. Je les fais déménager. Parce que le commissaire de police me dit « je ne peux pas assurer la sécurité de vos policiers ». Voilà où on en est. Tribunal d'Evry, vous caillassez un policier, il y a un policier au Tarteret qui a reçu un coup de marteau, des jeunes avec un marteau sur le crâne, ils ont eu 7 mois ferme. Ils sont revenus dans le quartier dans la journée. Voilà la réalité de notre pays. Et ça, c'était sous Sarkozy, comme sous Chirac, comme, etc. Et ça s'est aggravé. Et Mme Taubira nous dit, on va aller encore plus loin, avec la probation. La probation, c'est que le délinquant sera sous contrôle, pour voir s'il se conduit bien, s'il s'excuse auprès de la victime, etc. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. Comment on peut s'en sortir? Alors là, c'est pas un problème d'Europe, c'est un problème de caste médiatique, de petits milieux parisiens, qui ne vivent pas la délinquance, parce qu'eux vivent dans les beaux quartiers, hein, y a pas de souci, et qui impriment une fausse générosité, Bien sûr, je ne suis pas pour mettre tout le monde en prison, mais je suis pour qu'à chaque délit, il y ait une sanction pénale et il y ait une incarcération. Et que cette incarcération peut être comme en Angleterre, très courte, 8 jours, 15 jours, dans des prisons bien sûr adaptées. Il ne s'agit pas de faire n'importe où. Et c'est pourquoi nous devons construire absolument 20 000 places. Ce sur quoi s'était engagé le précédent président. Le nouveau président a annulé la construction des 20 000 places qui manquent. Parce que, pourquoi ils font tout ça? Ils ne sont pas débiles. Ils font tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de places. On a 57 000 places de prison en France, il y en a 85 000 en Grande-Bretagne. Donc, nous sommes le pays où il y a le plus faible taux d'incarcération. Donc, il est clair que s'il n'y a pas les places, ben, il faut en construire. Voilà. Je ferme la parenthèse, là aussi, vous dire qu'en matière de sécurité, on peut améliorer les choses. On n'a pas de problème de police. Parfois, il faut travailler un peu plus, parfois, il faut vérifier un peu plus ce qui se passe. On a un problème de justice. Et il n'y a aucune difficulté à mettre en place une justice qui fonctionne en France. On peut le faire. Donc quand on vous dit « Ah, c'est horrible, les jeunes », non, les jeunes ne sont pas tous des voyous. Bien sûr qu'il y en a. Mais on ne fait pas la différence. Là, c'est un peu comme entre le bon chef d'entreprise qui relocalise et celui qui délocalise. Comme on ne fait pas la différence entre les deux, on ne fait pas la différence entre le jeune qui est un voyou et le jeune qui étudie, qui travaille et qui est honnête. Ben, pourquoi alors ils ne continueraient pas tous à être voyous? Il n'y a pas de différence. Troisième exemple. C'était quoi le troisième, je vous avais dit? Sur la santé, j'avais un autre. L'éducation. Ouais, je ne vais pas tout faire, mais l'éducation. Bon, alors il y a 2 enseignants, je ne sais pas ce qu'ils vont penser ce que je raconte. Moi, je vais vous dire, pour moi, il faut revenir à un ministère de l'instruction publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, les professeurs doivent être respectés. C'est le premier point. Vous ne pouvez pas enseigner dans une classe, je ne sais pas comment c'est chez vous, où on insulte le prof, où on le menace, et où quand le prof dit quelque chose, le proviseur lui dit « fais pas de vagues, de toute façon on ne peut rien, il faut passer au conseil d'établissement,
Et puis au conseil d'établissement, vous avez des parents d'élèves qui évidemment défendent toujours leurs ouailles, qui disent c'est pas bien. Et puis après, il y a l'inspection académique qui dit ah l'élève, ah oui, mais si on le vire, où est-ce qu'il va aller le pauvre gars? Et puis il va aller dans un autre, et puis bon, allez, et puis voilà. Et puis c'est la démission permanente, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Bon, c'est la première chose à faire, respecter l'autorité du professeur. La deuxième chose à faire, c'est apprendre. Apprendre. Apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, refaire une école de la République. Et puis la troisième chose fondamentale, c'est le mérite, et c'est aussi l'aide aux enfants en difficulté, en gardant un temps pour aider les enfants à rattraper. Moi je crois que dans chaque enfant, il y a quelque chose. Et il y a un énorme travail d'individualisation de l'effort qu'il faut faire, il faut s'en donner les moyens, c'est pas facile. Mais je ne suis pas pour revenir à un système bête et méchant où on tape sur les ongles des pauvres enfants qui n'apprenaient pas le français en Bretagne. Il faut un mélange, il faut rétablir l'autorité, l'apprentissage, et après l'individualisation, on a tout un programme, vous lirez sur notre site internet, sur l'école de la République, qui je pense est un beau projet politique, qui n'est pas un projet réactionnaire, comme disent certains, qui est un projet qui serait soutenu, je pense, par beaucoup d'enseignants, qu'ils soient de gauche ou de droite. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les enseignants ont beaucoup changé. Et ils ont compris aussi la faillite d'un certain système. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, vous nous poserez des questions à la fin, mais je le vois. Alors, on a plein de propositions concrètes que vous retrouverez. Mais là aussi, là, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est nous. C'est nous. Est-ce qu'on veut renouer avec l'instruction publique? Est-ce qu'on veut renouer avec l'école du mérite et de l'effort? Est-ce qu'on veut redonner une chance aux enfants? J'ai proposé aussi, dans le même domaine, mon idée de la seconde chance. Je voudrais qu'on ait une carte de sécurité professionnelle. C'est quoi? C'est l'idée qu'un enfant, un jeune, peut traverser une crise à 16 ans, 15 ans, pas facile, s'arrêter, mais avoir un crédit de formation professionnelle. Et reprendre 4-5 ans après. Or, vous savez que la formation professionnelle en France est mal gérée. Elle profite à ceux qui ont déjà de la formation. Un jeune, qui, moi j'en ai dans ma ville, qui a galéré, qui a fait des conneries, ça a un peu arrivé, fait un petit boulot, et après, souvent, vers 20 ans, 25 ans, 26 ans, ils veulent revenir au boulot. Ils veulent réapprendre des choses. On leur dit, ah non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas de formation. Et on ne redonne pas une chance. Et je suis convaincu que la seconde chance professionnelle est un énorme levier pour redémarrer toute une génération. Voilà, il y a un immense espoir à faire. Et on peut faire des choses là-dessus. Il y a des enseignants tout à fait capables, à condition que l'éducation nationale soit à nouveau dirigée. Dirigée. Avec un objectif. Élever la population au lieu de faire le nivellement par le bas. Il y a une énorme chose à faire. Enfin, je vais vous donner un autre exemple que je n'ai jamais raconté, la santé. On nous dit la santé coûte trop cher, l'hôpital coûte trop cher, etc. Je vais vous dire ce qui coûte trop cher, c'est l'industrie du médicament. On peut économiser 10 milliards d'euros en France, 10 milliards d'euros en France, si on remet de l'ordre. Alors là, c'est un mélange d'Europe et de France. Tous les instituts d'évaluation des médicaments, toutes les agences de santé ont été pourris par les représentants de l'industrie pharmaceutique qui veulent vendre leur camelote. C'est ça la réalité. Il faut remettre de l'ordre dans ce système. Et je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, ce que je découvre est effrayant. Vous avez vu l'affaire du Mediator, vous avez vu l'affaire de la pilule, vous avez vu les affaires de cholestérol, etc. C'est dément ce qui se passe. Il y a des médicaments qui sont remboursés 7 fois moins en Angleterre. 7 fois moins le même médicament en Angleterre. Vous avez une industrie pharmaceutique qui a échappé à la collectivité publique, qui s'est emparée de la recherche et qui ne cherche plus rien d'intéressant, si ce n'est des faux médicaments qui sont là pour pomper la sécurité sociale. Voilà la réalité. Je parlais tout à l'heure des puissances extérieures, des gens non élus à Bruxelles, etc. Mais vous avez aussi des puissances d'entreprise, des puissances d'intérêt en France, qui se gavent de l'argent public. Il faut arrêter ça. Il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et arrêter avec ces conflits d'intérêts permanents. Mais ça veut dire gouverner en fonction d'intérêts nationaux et pas du copinage. Et le copinage, entre nous, le gouvernement précédent, c'était pas mal non plus. Il faut quand même être clair entre nous. Et si j'ai été aussi dur parfois avec Sarkozy, c'est parce que je ne supportais pas ces intérêts d'affaires permanents, qui d'ailleurs l'a fait perdre. Parce que les Français ont compris que ça ne pouvait pas durer. Le président de la République doit être au-dessus des intérêts des entreprises et des copains. Le président de la République doit être irréprochable. Et on ne doit pas avoir l'impression en élisant quelqu'un qu'on élit le CAC 40 avec. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Et si M. Hollande a gagné, c'est parce que M. Sarkozy avait donné cette impression. Il avait dit des choses justes, Sarkozy. Il avait fait des choses parfois bien. Mais, et on voit que la gauche n'est pas mieux et c'est même pire, de très loin. Mais, pour autant, il y avait un problème de direction, d'attitude, de comportement. Et moi, ce que j'aimerais pour l'avenir, parce qu'on parle de l'avenir, c'est qu'on ait une classe politique exemplaire. Exemplaire. Car on ne pourra pas demander des efforts aux Français si on ne moralise pas un peu, sans tomber dans le moralisme, ceux qui nous dirigent. C'est pourquoi je dis que les grands patrons devraient voir leur salaire plafonné. Je trouve honteux que M. Carlos Ghosn, une entreprise d'État, l'État est actionnaire à 15% de Renault, gagne 10 millions d'euros par an. C'est scandaleux. Quand je vois des chefs d'entreprise qui ont des petites boîtes et qui se payent tout juste, et qui sont déconsidérés par ces espèces mais c'est insupportable. M. Carlos Ghosn ne sert à rien. Et les gouvernements s'inclinent. Quand je vois certains hommes politiques qui sont liés à des milieux d'affaires, quand je vois certains élus locaux qui sont devenus des grands féodaux, des féodalités locales, quand je vois les dépenses des hôtels de région, mais pourquoi on a besoin d'un hôtel de région? Moi je suis président d'une agglomération, on s'est mis dans quasiment un Algeco, mon voisin il a acheté un château. L'argent public ne doit pas servir à loger les élus, au sens... On peut travailler dans des bureaux simples, comme dans les entreprises. J'ai vu vos bureaux, madame. C'est pas le luxe. Bon, voilà. Pourquoi les élus, on aurait des bureaux luxueux? J'ai toujours pas compris. Bon, on n'y est jamais. Puisqu'on normalement, un bon élu, il est sur le terrain, il se balade, il va à l'Assemblée, il va... voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond chez nos dirigeants politiques. Le drame aujourd'hui, et on va parler de l'avenir, c'est que si on continue comme ça, ce sont des mouvements beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus radicaux, qui l'emporteront, avec tous les dégâts que ça peut comporter. Et moi, je veux proposer aux Français ce patriotisme républicain, ce patriotisme de rassemblement, qui n'a pas besoin, comme Mélenchon, de dire c'est la faute des riches, on va leur couper la tête, ou comme Madame Le Pen, c'est la faute de tous les étrangers, on va leur couper la tête. On peut tout à fait redresser la France sans tomber dans des excès, quels qu'ils soient. Et je vais vous dire, paradoxalement, le PS et l'UMP sont ravis d'avoir Madame Le Pen. Parce qu'ils jouent avec. Elle râle, elle proteste, elle dit parfois des choses justes. Il ne faut pas le nier, pourquoi je te le dirais. Mais pour autant, ils sont ravis parce qu'ils se disent, oui, mais comme elle est excessive, elle ne gagnera pas, donc on est tranquille. Comme à un moment, le Parti communiste servait à 30% de réservoir de protestation. Mais c'est pas ça, moi, que je veux. Je voudrais que les protestataires gagnent. C'est-à-dire qu'on puisse enfin se débarrasser de tout ce système qui ne marche pas, et puis reprendre en main le pays, non pas de manière autoritaire, mais de manière de rassemblement, pour, avec les Français, reconstruire la France. C'est ce qu'avait fait le général de Gaulle. Alors, c'était le général de Gaulle, il avait quand même libéré la France en 40, c'était plus facile. Enfin, c'était plus dur pour lui. Et mais plus facile après. Donc, moi, ce que je veux juste, et je vous parle franchement, c'est essayer politiquement de tracer ce chemin, avec vous, ceux qui m'accompagnent, parce que je suis convaincu qu'à un moment, les Français se diront « il faut autre chose ». Et cette autre chose, je pense que nous le proposons. C'est pour ça qu'on a intitulé nos affiches « La différence ». C'est parce que nous sommes différents des autres. Nous avons le sens de la nation, de l'intérêt général, et nous sommes sincères dans notre combat. Nous avons des solutions, nous ne sommes pas parfaits, nous ne prétendons pas tout faire en un jour, mais nous sommes certains que nous pouvons relever notre pays, qui est un pays magnifique et qui a beaucoup d'atouts. Nous sommes la première démographie d'Europe, nous sommes la première destination touristique mondiale, nous avons un patrimoine exceptionnel, nous avons une culture, nous avons des entreprises très productives, nous avons des scientifiques. Donc on n'a pas à avoir honte de ce que nous sommes. En revanche, nous aimerions peut-être être gouvernés. Ça ne veut pas dire diriger, gouverner. Nous aimerions peut-être avoir des référendums de temps en temps, et qu'on les suive. Nous aimerions, voilà, être respectés. Respectés. C'est ça peut-être le plus important. Voilà. Alors j'ai été un peu long, mais je voulais... c'est sympa de m'avoir préparé l'eau, parce qu'il sent que je suis un peu fatigué, puis il faut que je m'arrête, ça veut dire si c'est trop long. J'ose pas regarder l'heure, il faut que je me taise, et il faut qu'on passe aux questions. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le travail de renouvellement politique, il doit se faire partout, il doit se faire aussi sur le terrain. Hein?
Et moi j'aimerais que ici à Saint-Claude, peut-être eh bien, au municipal, vous puissiez être actif. Alors je sais que Sylvie a plein de qualités, et moi je ne sais pas, je vous verrais bien à la tête d'une liste municipale. Ça fera un petit peu d'air ici, non? Alors je ne sais pas, elle va y réfléchir, mais en tout cas demain en ouvrant le journal vous aurez une surprise. Et je pense que ça fera du bien à Saint-Claude, qui est une candidature nouvelle pour secouer un peu votre ville et sortir de toutes ces alternances permanentes et répétitives. Voilà, hein, c'est élégamment dit, et puis vous l'annoncerez si vous le voulez, mais en tout cas ça me paraît très important qu'il y ait de l'air et que dans notre pays des gens neufs qui n'aient pas à voir avec la gestion d'avant puissent se prendre en main. Et je finirai mon propos par cette phrase d'Einstein, qui est géniale. Enfin, génial, Einstein, je crois qu'il était génial. En tout cas, moi, on m'a toujours appris qu'Einstein était un génie. Mais il avait une phrase géniale. Et il disait, n'attendez jamais que ceux qui ont créé les problèmes puissent les résoudre. Et bien, c'est tout à fait indiqué pour Saint-Claude, comme pour le pays. Merci beaucoup. Eh bien, on a un quart d'heure de questions, et après on a un buffet magnifique.